Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. La prudence de mise pour le réveillon du Nouvel An, des festivités sous conditions, au lendemain des nouvelles annonces gouvernementales pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Vous nous direz comment vous entrevoyez cette fin d'année. Après la joie de la découverte et passé le temps de la réflexion, les cadeaux de Noël font toujours l'objet d'un véritable petit business. Il est de plus en plus courant de voir certains les revendre ou les échanger. Enquête dans ce journal auprès des commerçants monégasques. Passer Noël loin de chez soi, loin des siens, mais pour la bonne cause. Le corps des volontaires internationaux de Monaco est composé de plusieurs jeunes humanitaires en poste dans les pays d'intervention de la coopération internationale. Nous serons en duplex de Tunisie avec Fabiola Rossi en mission auprès du Haut Commissariat pour les réfugiés. Il porte un regard plus qu'avisé sur les championnats de basket français, sur l'Euroleague et surtout sur la NBA. Le journaliste sportif Rémi Reverchon nous présentera son livre Road Trip NBA, un voyage à travers les États-Unis en faisant étape dans toutes les grandes villes de basket, de Boston à Los Angeles en passant par New York, Chicago ou Phoenix pour ne citer qu'elle. Et puis la légèreté, la gaieté et le talent des ballets de Monte-Carlo qui sont sur scène au Grimaldi Forum où Casse-Noisette Compagnie est joué jusqu'au 4 janvier. Vigilance et prudence seront les maîtres mots des fêtes de fin d'année. Alors que l'on assiste à une recrudescence de cas depuis la mi-décembre, il faudra une nouvelle fois prendre des précautions à l'heure de célébrer le passage à la nouvelle année. Le gouvernement a notamment annoncé hier que, par exemple, les rassemblements de plus de 10 personnes seraient interdits sur la voie publique et qu'il n'y aura pas de célébration particulière, place du Casino ou sur le port. Qu'en pensez-vous? Dans quel état d'esprit abordez-vous ce moment toujours particulier? Voici vos réponses. On essaie de faire le nécessaire pour pouvoir sortir, pouvoir essayer de vivre. J'ai acheté l'autotest pour le faire à les 4 personnes qui vont être à table. Voilà, il faut que les gens respectent, c'est tout, tout simplement. Je suis très positive et on avance. Peut-être c'est mieux d'avoir des restrictions. Moi, franchement, j'ai peur de l'après le 31, le mois de janvier, ça sera difficile. Ces mesures, il faut les prendre. Il faut que ça s'arrête. Il faut suivre les autres, il faut accepter, il faut respecter. Surtout, j'espère qu'ils font le rallye. C'est l'important. Des témoignages recueillis par Vanessa Dessy et Thomas Deus. Quelques jours après Noël, chaque année à cette période, de plus en plus de personnes revendent des cadeaux reçus le 25 décembre ou les échangent à leur convenance. Il faut dire qu'il n'est jamais évident de trouver la bonne surprise à offrir, celle qui va plaire. Qu'en est-il cette année à Monaco? Yannick Debever et Thomas Deus se sont rendus au centre commercial de Fontvieille pour enquêter. En France, cette année, la revente de cadeaux a battu des records. Une hausse de 15% d'annonces a été recensée la journée du 26 décembre. Sans aller jusqu'à se débarrasser complètement du présent, un échange est possible. À Monaco, les boutiques doivent composer avec des petits réajustements avec, selon les secteurs, une petite amélioration au fil des années. C'est de mieux en mieux en fait. Les gens sont vraiment, quand ils réfléchissent de plus en plus à faire un cadeau qui va plaire à la personne et où il y a la sœur, la maman, la copine, il y a toujours quelqu'un en fin de compte où d'eux-mêmes ils vont gratter dans les tiroirs. Donc c'est formidable, non, sincèrement on n'est pas débordé par les retours. Ça va être principalement des retours par rapport à des échanges de taille, par rapport par exemple aux bagues ou aux bracelets, beaucoup de mise à taille aussi au niveau des montres. Voilà, mais après beaucoup non. Normal, dirons-nous. Grâce au simple ticket de caisse, l'échange est très facile. Pour cette raison, de plus en plus de personnes n'hésitent plus à changer leurs cadeaux et éviter ainsi de les laisser au fond d'un tiroir en attendant le grand ménage de printemps. J'essaie de le dire quand ça me plaît pas trop, comme ça je peux échanger des choses plus jolies que je préfère. Écoutez, je viens justement d'échanger mon cadeau de Noël parce que c'était des choses que je ne mettais pas. Et donc j'ai préféré prendre des choses que je mettais. Même si la revente des cadeaux a tendance à se démocratiser, elle reste cependant plutôt discrète. Il est toujours globalement difficile sentimentalement de se séparer d'un présent. C'est encore l'intention qui compte. Moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Personnellement, en plus, même si j'aimais pas mon cadeau, je le ferais pas. Parce que je trouve que c'est délicat, quoi.
On fait une liste pour tout le monde et alors on peut choisir. Et comme ça, nous savons qu'on reçoit des cadeaux qu'on veut absolument et qu'on ne doit pas revendre après. À chacun ses techniques pour éviter les mauvaises surprises. Et pour ceux qui voudraient compléter leur liste de Noël, sachez que les soldes commencent ce lundi 3 janvier en Principauté. Et pour certains, c'est un Noël au bout du monde et loin de leur famille qu'il a fallu passer. Les jeunes volontaires internationaux de Monaco, engagés dans les pays d'intervention de la coopération internationale, n'ont pas toujours l'opportunité de rentrer chez eux pour les fêtes. Ils restent bien souvent au service de populations en souffrance. C'est le cas de la volontaire internationale de Monaco en poste à Zarzis, dans le sud de la Tunisie, non loin de la frontière avec la Libye, où auprès du Haut Commissariat pour les réfugiés, elle s'occupe de la prise en charge de nombreuses personnes déplacées. Bonsoir Fabiola Rossi. Bonsoir Patricia. Comment s'est passé votre Noël loin de chez vous? Pour moi, personnellement, j'ai eu la chance parce qu'avec mes collègues, on a quand même des moments sympas, on a fêté ensemble, ils nous ont invités à manger chez eux pour Noël. Du coup, c'était quand même un Noël différent, mais intéressant. Et plus généralement, Fabiola, quelle est la situation actuelle en Tunisie sur le front de la pandémie de Covid? Comme le reste du monde, la Tunisie était très touchée par la pandémie, surtout ici au sud de la Tunisie où j'habite. C'est une région assez touristique. Du coup, malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu leur travail l'année passée. Mais là, honnêtement, ça va mieux. Et quelle est la réaction de la population, justement, face à cette possibilité de vaccination dont on sait que cela fait débat, notamment en Europe? Ils veulent se vacciner. Tout le monde, dès qu'ils ont la possibilité, ils sont fait vacciner. Au bureau, on est tous vaccinés, mais bon, tout à fait, on continue à suivre toutes les précautions, mais oui, la plupart des Tunisiens que je connais, je peux parler que pour mon expérience personnelle, mais ils veulent se faire vacciner. Il y a toujours des soubresauts au quotidien qui font écho à l'instabilité politique presque permanente? Pour mon expérience personnelle, je ne ressens pas vraiment les effets de la crise politique dans mon travail. Ici au sud de la Tunisie, c'est une région assez calme et voilà, c'est assez stable. Ce que je ressens, c'est plutôt les effets de la crise à niveau régional. Par exemple, les conflits en Libye, en Éthiopie, en Soudan, qui font qu'il y a un constant flux migratoire, soit terrestre ou maritime, vers le sud de la Tunisie. Quel est votre rôle au quotidien en tant que volontaire international de Monaco? Je suis chargée de protection chez les HR, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. C'est une agence qui donne protection internationale, assistance humanitaire aux réfugiés et demandeurs d'asile. La responsabilité principale, c'est l'assistance financière, ce qu'on appelle la protection communautaire, la gestion des cas de protection comme enfants à risque et femmes victimes de violence. Et c'est un travail, c'est pas toujours évident, c'est pas un travail facile, ça il faut le dire, mais j'adore mon travail parce que je vois les effets de ce que je fais tous les jours et j'aime l'effet de pouvoir être en contact direct avec les réfugiés, les demandeurs d'asile. Mais qu'est-ce qui vous a poussé justement à intégrer ce corps des volontaires internationaux de Monaco? C'était mon rêve de travailler dans l'humanitaire et j'ai trouvé, dès que j'ai trouvé la possibilité de le faire à travers la coopération monégasque, c'est vraiment voilà, une opportunité que j'ai voulu saisir en fait. Merci Fabiola Rossi, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année à Zarzis, donc dans le sud de la Tunisie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, merci. Nous évoquions cette coopération avec le HCR dans le sud de la Tunisie. Monaco vient justement de réitérer son engagement au pacte mondial sur les réfugiés du HCR. C'est le premier titre du Point Info de ce journal, Julia Vial.
Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Cette réunion était l'occasion de faire le point sur l'application du Pacte mondial sur les réfugiés. La principauté s'attache notamment à garantir les droits fondamentaux des réfugiés fragilisés par les conséquences sanitaires et socio-économiques de la pandémie de Covid-19 et à promouvoir également l'autonomisation, en particulier des femmes et des filles. Ce pacte mondial veut aussi atteindre les 15%, Patricia, d'étudiants réfugiés dans l'enseignement supérieur d'ici 2030, contre 3% seulement actuellement. Pour rappel, Monaco a soutenu l'adoption du pacte mondial sur les réfugiés en décembre 2018 et a également participé au premier forum mondial en décembre 2019 à Genève. Nous évoquions au début de cette édition la soirée du 31 décembre. Eh bien, les frères Jackson se produiront à Monaco ce soir-là. Le vendredi 31 décembre, les célèbres The Jacksons se produiront à la Salle des Étoiles. L'occasion de célébrer l'arrivée de l'année 2022 avec la famille la plus reconnaissable de l'industrie musicale. The Jacksons célébreront d'ailleurs bientôt leur 55e anniversaire. Ils comptent à eux seuls plus de 200 millions de disques vendus à travers le monde. Grâce à leur inspiration musicale intemporelle, aucun doute que le public se réjouira de leur retour à Monaco pour une soirée de show, Patricia, inoubliable. Autre concert, celui de Carla Bruni le 7 janvier prochain. Il reste quelques places, Julia. Oui, Patricia, il faut se dépêcher de réserver les derniers billets pour assister au concert de la chanteuse Carla Bruni, qui allie à la fois élégance, charme et musicalité. Carla Bruni a en effet ce petit quelque chose dans la voix qui la rend irrésistible. 7 ans après Little French Songs, elle est de retour avec un nouvel album de chansons originales. Et la chanteuse réussit la prouesse de rester fidèle à elle-même tout en se réinventant. Rendez-vous donc le 7 janvier à 20h30 au Grimaldi Forum. En cette période de vacances, la patinoire du port ne désemplit pas. Tous les dimanches du mois de janvier, il sera possible de s'essayer sur place à une activité très ludique. Comme chaque année, en partenariat avec la Fédération monégasque de modélisme et la société MC Click, la patinoire se transforme en circuit de glace pour voitures radioguidées électriques. Alors Patricia, que vous soyez petit ou grand, il vous sera donc possible de faire du modélisme de 8h à midi. Cette activité est ouverte à tous les dimanches 9, 16 et 23 janvier, ainsi que les dimanches 6 et 20 février 2022 à la patinoire du Port Hercule. Et enfin, rendez-vous à noter dans vos agendas si vous souhaitez rester bien au chaud chez vous le 31. Monaco Info vous proposera un programme TV des paysans. Effectivement, Patricia, le 31 décembre à 20h sera diffusé le tout nouveau numéro de l'émission Grand Format. Sébastien Borgna vous emmènera à la découverte du pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Dubaï. Extrait. On finira le 31 mars et puis malheureusement après ce sera terminé. Bon, il faut savoir que Dubaï est accessible, les billets d'avion ne sont pas très chers, l'hôtellerie est abordable et je pense que ça restera comme une des plus belles expos, ou en tout cas c'est une des plus belles expos de ces dernières décennies. Il serait dommage de ne pas venir la voir, c'est quelque chose d'assez remarquable. Ce pavillon polygonal faceté tel un joyau invite le public à s'immerger dans un parcours multisensoriel, jalonné d'espaces d'exposition avec des jeux de miroirs reproduisant les paysages et parfums naturels qui embaument la Côte d'Azur. Ne ratez donc pas ce grand format consacré au pavillon de Monaco le 31 décembre à 20h. Rendez-vous est pris, Julia. C'est un voyage express aux États-Unis que nous vous proposons maintenant à travers le livre Road Trip NBA, signé de notre confrère Rémi Reverchon. Spécialiste de la NBA, le championnat de basket américain, il a mis à profit son expérience pour proposer une découverte de l'Amérique en faisant des étapes dans les villes qui ont toutes des clubs engagés en NBA. Le voyage débute à Boston pour s'achever à Los Angeles. Bonsoir Rémi Reverchon. Bonsoir tout le monde. Vous êtes l'une des grandes voix du basket, donc en France, spécialiste de la NBA. Votre métier vous a permis d'allier finalement plusieurs passions, et c'est ce que l'on retrouve dans ce livre Road Trip NBA.
Et bah exactement, j'ai cette chance-là de faire un métier qui me plaît. C'est-à-dire que moi, mes deux passions dans la vie, c'est le basket et c'est les États-Unis. Et dans ce bouquin, bah, j'ai voulu partager un petit peu ces deux passions. C'est-à-dire que je raconte les villes des États-Unis dans lesquelles vous trouvez du basket, bien sûr, mais je raconte surtout leur culture, leur bouffe, leur histoire, leur musique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut, et bah, tout ce que moi je peux aimer dans ces villes, quoi, au-delà du basket. Vous avez parcouru combien de kilomètres et combien d'États américains à votre crédit? Alors, il y en a un paquet. J'ai pas compté les États, c'est marrant ça. Par contre, sur les 28 villes dont je parle dans le bouquin, j'en ai fait moi à titre perso 24. Donc, j'ai fait quand même une bonne partie des US. Ouais. Et puis dans cet ouvrage, vous vous êtes aussi appuyé sur les témoignages de plusieurs joueurs français, comme Rudy Gobert, qui évolue à Salt Lake City avec les Utah Jazz, ou Joachim Noah et le héros des JO, Nicolas Batum. Il y a un vrai rêve américain chez les basketteurs français. Quand vous êtes basketteur, l'ADN même du basketteur est tourné vers les États-Unis parce que la NBA, c'est la plus grande ligue. C'est là où il y a le plus de public, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où il y a le plus de niveau, les meilleurs basketteurs au monde qui se retrouvent. Alors moi, j'ai jamais ne serait-ce qu'approché ce niveau-là, mais quand j'étais gamin, je rêvais comme tout le monde de jouer en NBA, quoi. Donc ça fait partie de ça quand le basketteur français qui est hyper bien formé depuis des dizaines d'années maintenant grandit, et ben il rêve de finir aux États-Unis, bien sûr. Ouais. Bon, enfin cela dit, aujourd'hui, il y a encore peu d'élus, hein. Même si l'accès est aujourd'hui grandement facilité par rapport à il y a une vingtaine d'années, par exemple, où pour un Européen arrivé en NBA, bah, les précurseurs qu'ont été, alors historiquement, les Drazen Petrovic et compagnie, mais en France, qui a été Tony Parker, par exemple, pour ces gens-là, c'était dur d'arriver en NBA. Aujourd'hui, bon, ça l'est toujours, mais ça s'est quand même démocratisé. Mais la rareté de cet accès fait bien sûr que c'est glamour, en fait, quoi. Et comment se positionne le basket dans le cœur des Américains face à des mastodontes comme le football américain ou le baseball? Alors, le sport en général fait partie de l'ADN des Ricains. C'est-à-dire qu'eux, ils grandissent avec ça. Tout le monde, quand on est gamin, je veux dire, le dimanche du Super Bowl, par exemple, la terre entière s'arrête aux États-Unis de vivre et ils mangent leur chicken wings et leur pizza devant le match. Maintenant, les Ricains, ils sont malins parce qu'ils ont organisé leur saison sportive en fonction du calendrier de l'année. La NBA, par exemple, c'est ce qu'ils appellent un winter sport, c'est-à-dire que ça se joue de novembre jusqu'à juin à peu près. Le foot US, la NFL, ça joue de l'été, le mois d'août, jusqu'à janvier. Le baseball, c'est le sport d'été traditionnel. Donc voilà, quand un sport se termine, le suivant prend la suite. Et c'est pour ça qu'ils sont malins, parce qu'au final, quand on est aux États-Unis, bah, y a tout le temps du sport. Et au-delà du basket, ce que l'on découvre, hein, c'est le quotidien américain. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cet American Way of Life? Moi, je suis dingue de cette culture. J'aime ce côté passionné de sport qu'ils ont. Je suis un amoureux de sneakers, les chaussures qu'ils portent, les paires de Jordan aux pieds, qu'on essaie toujours d'avoir la dernière qui vient de sortir et tout. J'adore ça. Et puis moi, je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'en France, on aime bien se prévaloir d'être voilà, les précurseurs de la gastronomie mondiale, etc. Mais moi, je voudrais déconstruire un mythe. On peut très bien bouffer aux États-Unis. C'est-à-dire que oui, c'est facile de manger du fast-food, n'importe quoi, etc. Mais on peut trouver des trucs hyper cool. Et moi, aller dans un resto de barbecue au fin fond du Texas, à côté de Dallas, par exemple, où on va te servir une viande qui a cuit pendant des heures et des heures, etc., bah, je trouve ça incroyable. Les illustrations et la couverture du livre sont aussi modernes que magnifiques. J'ai envie de dire que c'est très instagrammable. C'était voulu? L'idée de départ, en fait, c'était de s'écarter un petit peu du basket et d'être vraiment dans l'aspect culture. Et donc, dans cette couverture-là que vous avez vue, eh ben, il y a le ballon qui représente le globe et qui devient une route, en fait, pour le road trip. Et puis, surtout, il y a tout ce qu'on appelle les landmarks américains, c'est-à-dire la Statue de la Liberté, Malibu, Miami, les palmiers, etc., le drapeau américain. Donc, tous ces monuments un peu iconiques des États-Unis, c'est ce que je voulais, moi. Et bah, c'est marrant parce que le côté Instagrammable, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça marche bien, en fait. Rémi, nous ne pouvons pas ne pas évoquer avec vous le parcours de la Roca Team, notre club à nous. Vous êtes un fin connaisseur de la NBA, mais vous suivez aussi le championnat Betclic Elite et l'Euroleague. Quel regard portez-vous sur la première partie de la double saison de la Roca Team? Alors oui, moi bien sûr que je suis ça de près, déjà parce que je suis un amoureux de basket et en plus parce qu'à Beansport, on vient de récupérer les droits de la Betclic Elite en France. Donc bien sûr que je regarde la Roca Team, surtout que c'est une équipe qui l'année dernière avait apporté un vent de fraîcheur incroyable, quoi. Ce parcours en Eurocoupe qui avait été fantastique l'année dernière, c'était génial. Et je pense qu'en fait, ce que vit la Roca Team cette année, c'est le propre des grandes équipes qui cherchent à se pérenniser au haut niveau. C'est-à-dire que l'année dernière, ils atteignent le haut niveau en étant champions d'Europe avec l'Eurocoupe. Et cette année, ils découvrent que le plus dur, c'est pas tellement d'arriver au sommet, c'est d'y rester.
Et ils ont vécu des choses fantastiques avec Zvezdan Mitrovic. Maintenant, c'est une nouvelle page qui va s'écrire avec Sacha Obradovic. Est-ce que l'arrivée de Sacha Obradovic peut faire la différence rapidement, selon vous? Je pense que ce serait bien parce que cette équipe-là, elle a le roster pour, l'effectif pour. Et l'avantage de Sacha Obradovic, c'est que c'est un mec qu'on connaît bien et c'est un mec qui est habitué de ce championnat. Il connaît les codes, il connaît le fonctionnement. Moi, je suis persuadé que c'est un très bon choix et je suis persuadé que ça va prendre rapidement. On lui laisse quelques semaines, quelques journées de championnat, mais je pense que ça va très vite le faire. Merci beaucoup, Rémi Reverchon, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, bonne soirée. Nous recevions hier le danseur Jérôme Tisserand qui est sur la scène du Grimaldi Forum avec les ballets de Monte-Carlo pour interpréter Casse-Noisette Compagnie, une valeur sûre parmi les créations de Jean-Christophe Maillot. Celle-ci a vu le jour en 2013 et depuis, elle séduit toujours le public. José Sacré et Olivier Bonello ont assisté hier à la Générale. Racontant les rêves d'une petite fille qui se réalise grâce à la magie, Casse-Noisette Compagnie, sur la musique de Tchaïkovski, fait écho à la propre expérience de Jean-Christophe Maillot, chorégraphe directeur des ballets de Monte-Carlo. C'est l'occasion de traverser un peu tout ce qui s'est passé depuis 30 ans. On va d'abord pouvoir voir à peu près des extraits de tous les grands ballets emblématiques qu'on a fait. Effectivement, il y a des clins d'œil aux anciens directeurs, aux anciens danseurs étoiles de cette compagnie. Ça raconte. Et puis c'est un spectacle qui a vraiment l'ambition d'être un grand spectacle avec beaucoup de costumes. Il y a plus de 400 costumes dans le spectacle. Ce sont tous les costumes de l'histoire des ballets de Monte-Carlo depuis le début. Il y a les costumes de Lagerfeld, il y a les costumes de Kaplan, il y a les costumes de Drio. Il y a vraiment toute l'histoire en fait de cette compagnie. Et je dois dire que le but aussi, c'est d'offrir au public vraiment un moment d'air frais, parce que c'est un spectacle joyeux, féerique. Et moi j'aime combiner l'intérêt d'un travail artistique avec un travail généreux en direction du public, et je trouve que c'est tout à fait remarquable de pouvoir cumuler comme ça cette envie de bien faire les choses, mais de les partager avec le plus grand nombre. Et c'est l'objectif de ce spectacle. Je suis très content de reprendre ce spectacle, on n'avait pas repris depuis 2015, qui célèbre finalement quand même l'histoire de la compagnie des ballets de Monte-Carlo, et avec évidemment de nouvelles distributions, et puis surtout le plaisir d'avoir Maître Yamada à la baguette avec l'orchestre philharmonique. Tout le monde a l'air de tenir à peu près, être en état pour le moment, donc on croise les doigts, on sait que c'est pratiquement plein tous les soirs, on est à 98% de remplissage, donc on est prêt à faire la fête de manière sereine et raisonnée au Grimaldi Forum. Nous retrouvons Julia Vial pour faire le point sur la météo de demain mercredi. Une chose est sûre, Patricia, les températures seront bien plus douces que celles d'aujourd'hui, avec 17 degrés de maximale attendu sur la principauté. Concernant le ciel, il alternera toujours entre nuages et soleil, et ce, tout au long de la journée. Demain, nous fêterons la Saint-David. Et ils sont nombreux, une bonne fête à eux. Nous nous quittons sur les photos du jour, des photos de Stéphane Dana qui est allé chez le cireur. Un métier est devenu rare, mais il existe encore un cireur à Monaco et nous l'avons rencontré. Reportage à suivre demain à 19 h. Passez une belle et douce soirée.